Et ils rentrent à 6 avec les torches, ils ont des grands casques par balles avec des boucliers. Qu'est-ce que j'ai fait, quoi? Salut à tous, c'est Colin. On est dans Extra aujourd'hui, l'émission qui vous permet de partager les histoires de personnalités de Français comme vous et moi, d'apparence en tout cas comme vous et moi, mais qui ont vécu des choses extraordinaires au cours de leur vie. Aujourd'hui, on est avec Grégory Zaouy. Comment ça va, Grégory? Ça va, je vous remercie. Alors, on va recommencer du début. Est-ce que tu peux me dire un petit peu d'où tu viens, dans quel contexte social tu nais, ta famille, etc. Oui, bien sûr. Je suis né, moi, en banlieue parisienne, Ouais. en Seine-Saint-Denis. Je suis né à Aubervilliers, pour être assez précis. Je crois que c'est une des villes les plus pauvres de France. Je crois, ouais. Et je crois malheureusement les plus criminogènes aujourd'hui, Mhm. malheureusement. Et j'ai grandi à Pantin. Jusqu'à l'âge jusqu'à que je me sois marié, à l'âge de 25 ans. Ok. Et j'ai eu un parcours où j'ai fait un tas de choses, effectivement. J'ai commencé très jeune à avoir des activités lucratives, on va dire, commerciales. C'est bien dit, Ouais. lucratif. Mais pas illégales. Ah, ok, donc c'est vraiment bien Non, dit, non. lucratif. D'accord. Lucratives, mais pas illégales. En termes de parcours scolaire, est-ce que tu as un profil très scolaire classique? Moi, je dis toujours aux gens, ça les fait marrer, j'ai bac-3. Effectivement, c'est marrant. J'ai arrêté en 3e. Alors, c'est un peu particulier parce que j'ai du mal à avoir un avis très définitif sur aujourd'hui le fait d'arrêter l'école tôt, comparé à ce que ça pouvait engendrer ou pas avant. Par exemple, je trouve qu'il y a beaucoup de la génération de mes parents qui n'ont pas eu leur bac. Ça ne les a pas du tout empêchés d'avoir des parcours très bons dans le monde professionnel. Aujourd'hui, je ne sais pas si c'est si possible et pourtant, on a plein d'outils qui nous permettent de nous en sortir sans forcément avoir le papier tamponné du bac. Toi, est-ce que ça a été compliqué au sortir du parcours scolaire, même si ça arrête très tôt, de trouver du travail ou pas? Non, parce que j'ai toujours été indépendant. Okay. En fait, aujourd'hui, c'est plus compliqué pour moi aujourd'hui que ça ne l'était dans le passé. Parce qu'aujourd'hui, au-delà du fait d'avoir été condamné à des années de prison, j'ai également été condamné à vie à ne plus pouvoir exercer aucune activité commerciale ou administrateur d'une société ou gestionnaire Okay. ou de faire du commerce. Je n'ai même pas le droit d'être chauffeur VTC. Pourquoi pas chauffeur VTC? Parce que ça demande d'être entrepreneur? Parce qu'il faut une autorisation de la préfecture, il faut une carte professionnelle de la préfecture. D'accord. Et pour obtenir une carte professionnelle de la préfecture dans certains métiers, ce qui est le cas pour un chauffeur VTC, il faut avoir un casier judiciaire, le B2 vierge. Ok, d'accord. Tu as 3 casiers judiciaires. Le B1, c'est pour les justices, le B2, c'est pour les administrations, et le B3, c'est celui auquel on a tous accès pour nous-mêmes. Et si sur le B2, il y a des condamnations, en l'occurrence, je crois pour escroquerie notamment, ce qui est mon cas, tu ne peux pas exercer aucun métier qui nécessite une carte professionnelle délivrée par la préfecture. Donc au sortir de tout ça, de ton parcours scolaire, qui s'arrête tôt finalement, comment ça s'enchaîne naturellement la suite des choses, parce qu'au final, il faut travailler. Ouais. Comment ça se met en place? Comme j'avais beaucoup de temps libre, et quand tu es adolescent, tu vis chez tes parents, t'as pas de besoin de t'occuper de ta maison, voilà. Donc, chez papa et maman. T'es logé, nourri, blanchi. On te fait à manger, on te lave ton linge, on te fait ton ménage. Donc déjà, ce truc-là, ces problèmes n'existent pas. T'as pas d'enfant. Non. Donc t'as pas d'enfant à t'occuper. T'as pas de femme non plus. Non. Tu vois, tu peux avoir des petites copines, mais ça te prend pas plus de temps que ça. Donc le temps j'avais beaucoup de temps libre, si tu veux. Et je me suis mis à l'époque sur des niches de marché. Bon, il n'y avait pas Internet n'existait pas du tout. On parle même pas de Instagram, des réseaux sociaux. Non. Internet n'existait pas. Il y avait rien. Les téléphones portables non plus. Ils sont arrivés. Faut se projeter, hein. Les premiers sont arrivés. J'avais 16 ans, 17 ans, je me rappelle. Il y avait ceux qui avaient Radiocom 2000 dans la voiture. Mais j'ai pas de voiture, moi. J'étais en scooter. Bon, bref. Donc j'ai commencé par plusieurs trucs. J'ai commencé notamment par vendre des cassettes vidéo. Ok. J'avais eu un copain qui travaillait dans un cinéma et il me sortait les films quand ils venaient de sortir. Ok. Et ces cassettes VHS, j'avais chez moi, j'avais un magnétoscope, j'en avais acheté un deuxième, j'avais fait des économies, j'en avais acheté un deuxième. Et toute la journée, je faisais des copies de bandes, de cassettes vidéo, et les bandes, je les vendais les films 100 francs. Donc les films qui venaient de sortir au cinéma. Je les avais, c'était totalement illégal. Hein.
Oui. Tu vois, donc tout à l'heure, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, je faisais pas les choses illégales. Mais pour Finalement, ça l'époque, commence tôt. mais pour l'époque, c'était C'était déjà illégal. c'était illégal de faire de la copie. Après, de on n'est film. pas dans la même ampleur, mais c'était déjà Ouais. illégal. Ok. Ok. Et je les vendais à des camarades d'école, dans les écoles. Et les films qui m'ont rapporté le plus d'argent, ça a été, dans l'ordre, peut-être ex aequo, c'était Rocky 4, Rambo 2, et en 3, Retour vers le futur. Ça a été un carnage. Et après, j'ai importé des voitures des États-Unis. En Floride, j'avais 15-16 ans, j'avais pas le permis de conduire. 15-16 ans. Ouais. J'avais un ami à moi qui avait 18, enfin, il avait le permis, quoi. Il avait son permis, quand j'avais besoin de ramener des voitures, je le prenais avec moi. Et on faisait la tournée des garages, on allait en Floride, à Fort Lauderdale, à côté de Miami. Et j'achetais une voiture, 2 voitures, et on est monté dans le bateau, c'est lui qui conduisait, et on repartait en France. Avec. Quand les choses comme ça se mettent en place, tes parents, est-ce qu'ils sont au courant? Parce que tu me dis que tu achètes quand même un 2e magnétoscope pour les films. Ça se voit. Oui, non, ils le savaient, ouais. Non, on y voyait. Mais bon, à l'époque, c'était pas. Tu sais, j'ai envie de te dire, tu sais, moi, j'ai commencé à faire de la fraude à la TVA, de la fraude fiscale à la TVA, à l'ouverture de l'espace économique européen le 1er janvier 1994. Il n'y avait que 12 pays, quand aujourd'hui, on est 27. Et à ce moment-là, je crois que même les pouvoirs publics, ne savaient même pas ce que c'était. De comprendre le mécanisme okay. du... Oui. Vous voyez, donc, si tu veux, j'avais un coup d'avance parce qu'ils ne comprenaient rien. Même si c'était interdit de le faire, mais personne ne le faisait, quoi. Donc ça ne se surveillait même pas, en fait. Non, l'informatique, elle n'était pas aussi performante qu'aujourd'hui. Ils ne faisaient pas les recoupements, les croisements entre les sociétés, les déclarations, tout ça. Donc, on est passé au travers des mailles du filet pendant longtemps. Donc, même un business aussi important et conséquent en termes d'organisation, logistique, commander des voitures, etc., ça passe. Non, mais ça, c'était légal. Il n'y avait rien d'illégal. Il fallait aller là-bas, payer. Ok, ça, c'est dans toute légalité. Non, ça, c'était juste que j'étais mineur, quoi, c'est tout. Et les projets d'envergure comme ça ne te faisaient pas peur, quoi? Non, j'avais une ambition démesurée. Je voulais manger le monde. Parce qu'il y en a plein qui disent sur le papier avoir cette ambition-là, mais avoir déjà baigné dans des. Mais il y a aussi un truc qui m'a aidé, c'est assez particulier ce que je vais vous dire. Je fréquentais. Je m'étais fait un ami qui avait 1 an et demi plus que moi, mais quand on a 13 ans, on a un copain qui est 1 an de plus, et c'est beaucoup. Il était très mûr. Il était l'avant-dernier d'une fratrie de 11 enfants. Il a perdu sa mère très jeune. Et donc, il avait beaucoup de maturité. Et je me suis lié d'amitié avec lui. Oui. Et on a un peu évolué ensemble. Mais lui, il avait beaucoup de maturité. Et on avait peur de rien, lui et moi. On avançait. Et je l'ai connu au sein de ma communauté israélite, de la synagogue de Pantin. C'est lui qui m'a fait venir. Il était assez pratiquant. Et c'est lui mon père était très pratiquant. Mais lui, il m'a fait en sorte que je le devienne aussi. Et dans cette communauté de Pantin, c'était un peu comme le village d'Astérix. Il y avait des gens, des commerçants de tous horizons. Je me rappelle, il y en avait un, il était réparateur, vendeur de pneus sur la Nationale 3, à la sortie de Pantin. Il y en avait un autre, il était transitaire d'import-export. Donc, toutes ces relations-là, quand on a 13-14 ans, les réseaux sociaux n'existent pas, je me les suis faites au sein de ma communauté. Donc le transitaire, c'est lui qui s'occupait il me voyait tous les samedis à la synagogue, c'était lui qui me permettait de faire mes importations, qui me donnait les filons. En plus, il avait un truc assez drôle, il partait pour voir ses clients assez souvent à Hong Kong à l'époque. À Hong Kong, c'était vraiment une plateforme tournante du business, de l'importation, tout ça. Et un jour, il me ramène un appareil, elle s'appelait le Dealer 1, il y avait le 1 et le 2. C'était une petite calculette qui avait une particularité. Tu programmais le numéro de téléphone que tu voulais appeler. Ouais. Tu collais cette petite calculette qui émettait un son. En fait, ça émettait le son du téléphone en fonction des chiffres. Ouais. Tu collais ça sur le combiné du téléphone, le récepteur. Ouais. Tu vois. Et quand tu faisais ça, tu es dans une cabine téléphonique, ça te composait des numéros et ça ne te demandait pas d'argent. C'est-à-dire que tu mettais une pièce de 1 franc et tu pouvais parler pendant des heures. C'était une faille. C'est incroyable. Une faille. Okay. Après, il y a eu le 1, le Dealer 2, il était encore un peu plus petit, encore un peu plus performant. J'en ai vendu plein. Alors lui, j'ai dit, je peux m'en ramener d'Hong Kong. Lui, il me ramenait et je les vendais. À quel moment tu sens, avec le recul aujourd'hui, que tu bascules dans quelque chose qui n'est pas hyper légal? Parce qu'il y a eu le business des jeans,
Ouais, Donc, tu- en 94. Ouais, 94, je commence à basculer avec la rencontre d'un douanier. Ouais. Bon, de fil en aiguille, d'ailleurs, quand je me suis mis dans les jeans, pourquoi? Parce que au sein même je reviens à ce que je te disais, Ouais. de cette communauté-là de Pantin, il y avait un monsieur qui avait un contrat, qui avait une licence exclusive avec Lévis France Mhm. et qui avait tout ce qu'on appelait le deuxième choix, l'irrégular. Ok. C'est-à-dire tous les régulars de Lévis France, ils étaient passés chez lui, il avait son entrepôt à Montreuil, dans le 93, et il recevait toutes les semaines des conteneurs de jeans Lévis des 501. Enfin, à l'époque, le jean Lévis, c'était un vêtement, surtout le 500 Lévis, qui était très très demandé par les jeunes, les moins. Tout le monde portait ce jean. C'était un peu comme tu dis, tu penses à un soda, tu penses à un coca. Oui, oui, bien À sûr. l'époque, le C'était jean, c'était Lévis. l'automatique, ouais. Et donc, ce monsieur-là, il était pareil, dans la communauté, et je me fais ami avec son fils. Ok. C'était pas son fils, c'était le fils de sa femme. Mais bon, bref, on se lie d'amitié, pareil. Et ça m'ouvre des portes. Ok. Il me fait du crédit, je commence à prendre des jeans, je les vends à l'école, à droite, à gauche, à mes relations. Donc je me mets là-dedans et je vois qu'on est sur une demande exponentielle. Ok. Maintenant que les années, la politique de Lévis a changé, il décide d'arrêter de le livrer. Donc il n'y a plus d'irrégular. Mais moi, j'ai tous les clients, je connais le marché par cœur et tout. Et là, je décide de me mettre à importer du jean Lévis des États-Unis parce qu'aux États-Unis, il coûte beaucoup moins cher qu'en France. Mhm. Et en parallèle, je rencontre un douanier. On me présente un douanier corrompu qui me propose ses services de ne pas avoir à payer les droits de douane et la TVA, le payer à lui, et lui fait en sorte Ça passe, quoi. que ça passe exactement. C'est là où je fais ma première fraude. Ok. C'était une corruption. C'était exactement le terme exact. C'était corruption active d'un dépositaire de l'autorité publique. Ok. Et j'avais 24 ans quand je me suis fait arrêter. Comment tu es, toi, émotionnellement, quand tu commences à basculer là-dedans? Parce que là, on est tu donnes un pot de vin à quelqu'un, il t'aide à ne pas respecter la loi. Comment tu te sens, toi? Est-ce que tu dors sur tes deux oreilles? Est-ce que c'est facile? Est-ce qu'on a chaud? Est-ce que... À 24 ans, il y a un peu... Enfin, je me suis fait arrêter à 24 ans, mais j'avais commencé bien avant. Ça a duré quelques années, le truc. Je gagnais énormément d'argent parce que mes clients à qui je vendais les jeans que j'importais des États-Unis par conteneur, c'était la grande surface. Mhm. C'était Carrefour, Auchan, Leclerc, Ouais. Casino. C'est-à-dire que ma société étant établie à Paris, quand Carrefour me payait, il me donnait ce qu'on appelait une traite. Mhm. Une traite, c'est quoi? C'est un chèque avec une date d'échéance pour l'encaissement. Vous donnez ça à la banque et la banque vous crédite l'argent et elle prend des intérêts jusqu'à l'échéance où Carrefour va payer. Mais quand vous amenez des traites de ces multinationales, à l'époque, le banquier, il est comme un dingue. Parce que d'abord, il est sûr d'être payé, Mhm. il prend des intérêts sur du velours. C'est-à-dire, moi, c'est lui-même qui m'appelait tous les jours, Monsieur Zawi, vous allez bien? Est-ce que vous avez besoin d'une voiture? Je vous finance une maison. Tout le monde est content. Et je me disais que lorsqu'on s'en prend à l'État, quelque part, c'est indolore. Oui, d'accord. Tu vois, parce que je me dis que, ok, c'est une somme X, mais qui est diluée sur le nombre de millions de contribuables. Bon, bien évidemment, À l'arrivée, ça touche quand même... les pouvoirs publics, ils vont te dire, les gens, Oui, les oui, flics, voilà, oui. les brigades financières, enfin tous les services financiers, les procureurs de la République, ils te disent, oui, mais avec cet argent, on construit des autoroutes, des hôpitaux, des écoles, des prisons. Et tu sais, je l'ai dit, je l'ai raconté, j'ai même au Canada, je me rappelle, je l'avais raconté sur une radio, et le premier selfie que j'ai donné, c'était un flic. C'était le jour où je me rends le 6 février 2019. J'étais condamné pour terminer ma peine de prison. Et le flic, il me dit, t'es là pourquoi, toi? Alors je lui dis, bon, il n'y a pas eu Netflix encore, mais il y avait eu quelques articles, tout ça, bref. Je lui dis, ouais, la fraude à taxe carbone. Il m'a dit, ah ouais, c'est toi? Je lui dis, ouais. Et il sort de sa poche son téléphone et il googleise. Tu vois ce que je te disais tout à l'heure. Il googleise mon nom. Et il y avait un tas d'articles qui étaient sortis sur Google. Grégory Zawi, le cerveau, la taxe carbone, s'est rendu aujourd'hui, blablabla. Et il me dit, oh là là, putain, c'est toi. Et il me dit, est-ce que je peux prendre une photo avec toi? On peut faire un selfie? J'étais étonné, je fais franchement. Bah oui, je comprends. Tu vois, parce que j'ai cette notion je comprends les Bien choses. sûr. Tu vois, et je lui dis, mais excusez-moi, vous êtes Truc qui policier, cloche. vous êtes là pour faire respecter les décisions de justice, tout ça. Là, je dois aller en prison pour quelques années.
Et vous êtes policier, vous me dites, vous voulez faire un selfie avec celui qui a volé l'État, tout ça, il n'y a pas un petit problème quand même, je sais pas. Moi, personnellement, ça me choque, vous voyez. Et il me dit, alors moi, lui, il me tutoie, moi, je le vois. Et il me dit, écoute, moi, l'État, ça fait des années, tous les jours, il m'a dit, quand il y en a un qui l'est, ben, je suis bien content. Il m'a dit, t'as pas tué, t'as pas fait couler du sang. Je lui ai dit, non, j'ai pas fait tout ça. Il m'a dit, alors, t'as bien fait, voilà. Et on a fait la photo. C'était le premier selfie qu'on a fait ensemble. Comment est-ce que ça arrive, le côté ça sent le roussi dans cette affaire-là des jeans? Que l'État va te tomber dessus que... Non, j'ai été pris en flagrant délit avec un camion. Ah, c'est comme ça que tu mets un terme à ton business? Ouais, c'est comme j'ai été pris en flagrant délit, un camion qui s'était fait arrêter. En fait, il y avait un acheminement très. Enfin, moi, j'écoutais ce que le douanier me disait, comment il fallait procéder. La marchandise, elle partait de Los Angeles par avion. Elle atterrissait en Belgique, à l'aéroport je crois, de Bruxelles. Il y avait un camion le camion était chargé. Il était sous douane. Il y avait ce qu'on appelait un titre de transit, un titre T1, et le camion était censé aller jusqu'aux douanes, un bureau de douane française pour être dédouané, payer les taxes. Seulement, au lieu d'aller directement au truc, il allait dans mes entrepôts. Et lui, il récupérait les documents, le douanier, que je lui remettais, et il tamponnait comme si que les droits et les taxes avaient été payés. Il y a un camion qui se fait arrêter sur la route, à la frontière en France, d'une ville qui s'appelle Avesnes-sur-Helpe. C'est un bled. Ils ont saisi un camion, les douanes, ils pensaient que c'était des faux. Au début, donc on appelle le chauffeur, il m'appelle, il dit voilà, ils pensent que c'est des faux. Ils saisissent sa marchandise le temps qu'un expert de chez Lévis passe. Bon, moi, je me suis dit, je savais que c'était des vrais, donc j'avais aucune inquiétude à ce niveau-là. On a mal dormi pendant presque une semaine. Et au bout de 5-6 jours, il nous appelle, nous dit c'est bon, on peut venir le chercher. Ah, parce que ça prend tant de temps que ça? Oui, il fallait que l'expert vienne, qui dise voilà, non, c'est des vrais jeans, effectivement, de fabrication US. Donc le chauffeur et moi, on retourne chercher le camion. Et là, l'erreur, quand on est trop gourmand, normalement, ce que j'aurais dû faire, ce camion-là, j'aurais dû le prendre, aller à la douane et payer. Je fais comme un imbécile le même chemin. Maintenant, le camion, eux, ils sont mis à le suivre. J'arrive dans mes entrepôts à Paris. Et au moment où on décharge avec le Transpal et que ça rentre, ils voulaient le flagrant délit. Et là, les douanes me tombent dessus, machin, perquisition. Le flagrant délit a été établi que les jeans n'ont jamais été dédouanés normalement. Erreur de jeunesse. Ouais, de cupidité, ouais, c'est bien sûr. J'ai jamais entendu parler de la réaction de ta famille. Tu m'as parlé là de parents très impliqués dans la religion, avec des valeurs très, très bien identifiées. Comment ça se passe, ça, le fait que leurs fils sont en prison? Bah, eux, si tu veux, quelque part, bon, ils savent que c'est pas bien, mais ils pensent un peu comme ce que je te dis. Ils m'ont dit, bon, ok, c'est vrai, t'as fait des bêtises, mais t'as pas fait de mal directement à des gens. Et ça, quelque part, ça les... C'est ça que ça... C'est ce qui pouvait dire que, bon, je suis pas le pire des salauds, quoi. J'ai pas vendu de la drogue. Ça compte, quand on dit on vend de la drogue, on vend quelque part de la mort, quoi. Oui, bien sûr. On vend la mort aux gens parce que c'est pas bon. Voilà, c'est tout. Pour moi, ok, j'étais conscient de mes actes, mais je me disais à moindre mal, quoi. Tu sais, la question que je me suis beaucoup posée, que j'ai posée aux gens, pourquoi le succès tel de ce documentaire Netflix et Roi de l'arnaque, d'avoir découvert cette fraude à taxe carbone qui a fasciné autant de gens? Il y a des gens, même, une fois, je me rappelle, j'avais acheté une chemise et le vendeur m'a dit, je l'ai vue 5 ou 6 fois. Je lui ai dit, mais pourquoi autant de fois? Il m'a dit, d'abord pour comprendre. Oui. Il m'a dit, je voulais comprendre parce que je voulais faire la même chose. Il m'a dit, ouais, peut-être. Et beaucoup de gens ont pensé à ça. Et il m'a dit, au début, quand j'ai commencé à regarder la première fois, je pensais que c'était joué par des acteurs, c'était pas vrai, quoi. Et j'ai pris mon téléphone, j'ai googlisé, et j'ai vu que tous les noms des personnages étaient vrais, chacun avec son histoire et tout. Et quand on sait que c'est vrai, on se prête au jeu, on rentre dans le truc et on veut en savoir plus. Et pour les gens qui, entre guillemets, apprécient, c'est parce que la victime dans cette histoire, c'est l'État. Ouais. Et l'État, pour pas mal de gens aujourd'hui, c'est le grand méchant. Le grand méchant ou le gentil aussi, parce qu'ils font quand même des choses bien. C'est une relation un peu particulière. Ouais, voilà, il y a une relation très particulière, comme le flic, le premier policier, tout ça. Il y a une relation avec l'État, avec pas mal de gens qui font que ils se sont dit, c'est bien fait. Je me suis même retrouvé à un dîner où il y avait 2 patrons du CAC 40 qui m'ont félicité, qui m'ont dit, vous avez bien fait, avec tout ce qu'on paye, tout ce que... Donc c'est un peu, si tu veux, c'est un peu déphasant.
Parce que tu as fait un truc qui est totalement illégal, qui est répréhensible par la loi, la moralité, tout ce que tu veux. Et d'un autre côté, tu as des gens très bien qui te disent bravo, tu as bien fait, j'aurais fait la même. Et tu as des gens qui te disent escroc, tais-toi, rends l'argent. Il y en a quand même. Ah ouais. Puis depuis le 7 octobre, c'est Oui, encore là, une on a autre basculé histoire. dans autre chose, mais avant cette. Ouais, il y en avait, avant le ouais. 7, Ouais. Tu sors de prison. On va pas tout retracer parce que je trouve que ton histoire a déjà été répétée à maintes reprises. Tu fais la rencontre via ce business des téléphones, notamment de Marco. Ouais, il vient après, ouais. J'avais un restaurant. Après, et il rachète ton restaurant. Ouais, en fait, le restaurant, j'ai fait la restauration quand j'ai arrêté les jeans, puisque la fameuse affaire du remboursement de. Oui. Voilà. Ouais. Donc, toi, tu te mets dans la téléphonie. Ouais. Tu as racheté ce restaurant avant. Je rachète le restaurant, je me mets dans la téléphonie en même temps, en parallèle. Ouais. Tu rencontres le frère de Marco. Ouais. Qui te présente à Marco, qui veut s'associer à toi. Il rachète ton restaurant. Notamment. Exactement. Voilà. Pour les autres détails de l'histoire, allez voir les plusieurs interviews qu'il y a sur Grégory. Elles sont très bien expliquées et aujourd'hui, je n'ai pas envie de revenir en détail sur tout ça. Il y a l'aspect humain qui m'intéresse davantage. En sortant de prison et en retournant dans la vie active, à quel moment et quelle réaction tu as pour décider de retomber dans des activités qui ne sont pas légales? Le restaurant, déjà, il ne fonctionnait pas. Et j'avais failli mettre mes parents dans la merde. Parce que, en fait, tout l'argent que j'avais mis de côté dans le jean, je le mets dans ce restaurant. C'était un très grand local qui faisait 500 mètres carrés, qui était brut de décoffrage, que j'ai tout aménagé de A à Z. Donc vraiment, tous les sous que j'avais mis de côté, je les avais mis dans ce restaurant. Et ça ne suffisait pas, il me manquait un peu d'argent. Et mes parents ont été mis caution personnelle pour... il manquait 500 000 francs, je crois, pour terminer le truc. J'ai dit, ça y est, je me rangeais des voitures, j'attendais mon deuxième enfant, tout ça. Et c'était pas mon truc, quoi, ça marchait pas du tout. Et donc le restaurant, il commence vraiment à battre de l'aile. Et mes parents, ils pouvaient vraiment être mis en danger. Donc je retrousse les manches et je me mets à faire de la téléphonie. Je m'associe avec quelqu'un qui avait une grosse boîte informatique dans le 15e et je lui propose de développer le GSM à l'époque. C'était un marché en plein essor, parce que c'était un marché d'équipement. C'était toute l'Europe qui commençait à acheter, tous les Européens qui commençaient à acheter leur premier téléphone. Et il me dit, OK, banco, et tous les profits qu'on faisait, on faisait moitié-moitié. Et en parallèle, je dis, le restaurant, il faut que je m'en débarrasse, quoi. Et j'ai cette fameuse rencontre avec de Marco. Et la journée, je vendais mes téléphones. Et c'est là où Johnny vient me voir, le frère de Marco. Et il m'entend faire un virement de 3 millions de francs. Il pensait que c'était des... Et là, il décide de s'associer. C'est comme ça que l'aventure commence. Il n'y a pas du gain pour eux, c'est clairement ça. Quand il t'entend parler de grosses sommes, il se dit, ouais, comment ce mec-là, il est tout jeune, il fait un virement de 3 millions de francs, de ce qu'il fait dans la vie, quoi. Il veut traîner autour de toi pour ramasser ne serait-ce que les miettes de Exactement. Donc l'idée, il rachète le restaurant, il savait que c'était mon gros caillou dans la chaussure. Il rachète le restaurant et on s'associe. Et là, si tu veux, je dis, écoute, moi je veux plus galérer. J'ai trop galéré avec ce restaurant, essayant de travailler complètement honnêtement, en payant les charges et tout. J'ai failli me rétamer et entraîner mes parents dans la chute. Donc, on fait la téléphonie, mais en fait, là, je me dis, on va frauder la TVA. Je prends la carte de l'Europe, je crois qu'on est à 15 pays, et je prends le pays où le taux de TVA est le plus élevé. Il s'avère que c'est le Danemark. Okay. Il est à 25%, quand en France, il était à 18,6 ou 20, je ne sais plus à ce moment-là combien elle était. Je me dis, on va se creuser la tête, on va s'installer là-bas, on va faire la même chose, mais de là-bas. Et c'est ce qu'on a fait. D'accord. OK. Pour le même travail, on avait 5-6% de plus, quoi. Mais c'était totalement illégal, c'est de la fraude à la TVA sur des biens matériels, en l'occurrence la téléphonie mobile. Donc, cette histoire de téléphone, tu t'entoures quand même de nouvelles personnes que tu ne connaissais pas du tout avant. Est-ce que ça, c'est un élément à prendre en compte ou pas pour toi dans ta façon de bosser? Moi, je l'ai dit l'autre jour, il n'y a pas très longtemps, il y a quelques semaines, je l'ai dit à Marco, que ma vie, il y a eu un avant Marco et un après Marco. Non, sérieux, mais un avant Marco téléphonie, hein, pas carbone, parce qu'on l'a pas fait ensemble. Ma vie, elle a pris un autre tournant après ma rencontre avec Marco. Ouais. Maintenant, Marco, j'ai envie de te parler de lui, mais très récemment. Sur des choses que j'ai vues de lui assez récentes, qui datent là du mois de septembre et du mois dernier. Ok, très récent, oui. Ouais.
Au mois de septembre, je le vois au tribunal pour son procès, là où, où malheureusement il a pris 3 ans. Et là, je découvre un autre Marco. Il m'a touché, il m'a fait pleurer, je te dis franchement, j'ai eu des émotions. Il racontait ce qu'il vivait, il racontait qu'il a été happé par la lumière comme n'importe qui aurait pu l'être, qu'il s'est fourvoyé là-dedans parce qu'on l'appelait pour un oui, pour un non, pour faire des émissions, des podcasts, des trucs, des machins. Et qu'il s'est noyé là-dedans en fait. Il a dû divorcer de sa femme est partie. Et lui, il pensait que, si tu veux, pour la télé, Marco, c'est un bon client. C'est ce qu'on appelle, en termes télévisuels, un bon client. Et ça a été surexploité, je pense. Et lui, ça lui a plu, il s'est prêté au jeu, et ça lui a coûté très cher. J'ai vu un homme qui souffrait, j'ai vu un homme qui avait mal, qui avait des problèmes de santé aussi, mais qui ne voulait pas en parler par pudeur. J'ai vu un homme qui avait compris. Vraiment, j'ai difficilement... il a été parfait. Je ne m'attendais pas à ça de lui devant. Il ne jouait pas la comédie, pour le coup. Il est sorti de détention en octobre, je crois, ou novembre. Il est resté 10 jours en liberté. On s'est vu. Il est resté 10 jours à Paris. On s'est vu. On a rencontré Pierre-Emmanuel, qui est un attaché de presse de TPMP, qui voulait absolument qu'on passe sur TPMP, lui et moi, pour raconter la prison, l'histoire des téléphones, Vendôme, qui s'est passé, tout ça. Bon, il a eu la maturité de dire non, je n'irai pas, parce que j'attends mon délibéré, il est hors de question, j'ai pas envie de chauffer les magistrats et compagnie. Et là, je dis, on avait rendez-vous à la rue du Faubourg Saint-Honoré avec Pierre-Emmanuel. Et là, je dis à Marco, je lui dis, tu sais, Marco, si on doit passer à la télé, il faut que ce que tu as dit au tribunal, c'est ça qu'il faut que tu dises à la télé. Il faut arrêter Marco le flamboyant, le magnifique, tu l'oublies celui-là. Si tu arrives à refaire passer cette émotion que tu m'as fait, que j'ai ressenti, que le tribunal a ressenti, que les gens présents dans la salle pendant ton procès ont ressenti, les gens ils vont découvrir autrement. Je lui dis, tu sais, c'est comme l'actrice Charlize Theron, quand elle a fait un rôle où elle jouait le rôle d'une détenue. Bon, elle est très très belle, c'est une fille sublime. Et en fait, elle a cassé cette image où elle est horrible dans le film. Je lui dis, il faut que tu arrives à faire ça. Et si tu arrives à faire ça, tu vas toucher les gens différemment, peut-être même un autre public. Et c'est ça qu'il faut faire. Et lui, là, Pierre-Emmanuel, il me dit, ah ouais, génial, Marco, il faut que tu fasses ça. Bon, oui, il le voulait à la télé pour, tu vois, faire du buzz. Et on n'y a pas été. Parce qu'il a bien fait, on n'a pas été. On en revient à la suite chronologique des événements. On a fait la grosse parenthèse, Marco. On revient à la suite chronologique des événements. Donc, que je reprenne le fil, on était à cette histoire des téléphones, tu as rencontré Marco, etc. Dis-moi jusqu'où elle te porte, cette histoire, en termes de train de vie. Ah bah là, t'es plus au pledging ? Ouais, là on gagne beaucoup d'argent. Là, on a fait des journées, je me rappelle, il y avait une journée, on avait nos bureaux, on était au 10 Place Vendôme. La société s'appelait Vendôme Trading. On était en face du ministère de la Justice. Et c'était magnifique, il y avait des dorures, des très hauts plafonds, tout ça, vraiment de très beaux locaux. Parce que Marco, on avait toujours ce truc-là avec lui, il aimait travailler et prendre du plaisir. Il travaillait beaucoup, c'est un grand travailleur, hein, mais toujours dans les bonnes conditions. Il faut avoir des beaux bureaux, travailler dans les bons quartiers, avoir des bons fauteuils, le midi aller manger dans les bons restaurants. Ouais. Il fallait vraiment que ce soit joindre vraiment l'utile à l'agréable. Et je me rappelle un jour, on avait fait une grosse journée, on avait gagné chacun 500 000 francs de l'époque, c'est-à-dire 75 000 euros d'aujourd'hui. On est en 97, 98. Et je me rappelle, Marco, il est grand, il mesure 1m90, je crois presque. Et il s'allonge par terre dans le bureau. Il dit, oh là là, je remercie le bon Dieu, j'ai jamais gagné autant d'argent en une seule journée. Il embrassait ses yeux, il était comme un fou. Et moi, j'étais assez stoïque parce que, je sais pas, j'étais différent, j'étais plus réservé. T'étais pas dans la festivité comme ça Non. C'est énormément d'argent, là, ce que tu me dis. Ah ouais, c'était énorme. Journée, c'est colossal. C'était énorme. Ok. Alors, à contrario, le moment où tu te fais attraper pour ça, ça vient vite ou pas ? Pour le téléphone ? Le téléphone. Non, parce que c'est un contrôle fiscal qu'après la société a eu postérieurement, 2-3 ans après. Suite au contrôle fiscal, ils ont saisi le procureur pour déposer plainte pour fraude fiscale.
Et j'ai été incarcéré en octobre 2004, tu vois. Il s'est passé 6 ans. Ok. Ça a été assez long. Donc toi, dans ton esprit, cette histoire, elle est tellement terminée que tu ne crains plus d'être appelé par la justice? Non, parce que la justice pour eux, la justice, c'est un dossier. La différence entre le justiciable et la justice, c'est qu'eux, ils ont le temps. C'est-à-dire, toi, tu es là, tu as besoin d'argent, tu montes une société, tu fais ce qu'il ne faut pas faire, des malversations ou pas. Tu prends ton argent, tu combles tes dettes si tu en as, tu es content, tu pars en vacances, tu gâtes ta famille, tu commences à mieux vivre. Et la justice, elle peut, ou pas, hein, des fois je peux passer au travers, hein, elle peut se mettre en branle, peut se mettre en route 3-4 ans après. Une fois que cet argent, tu l'as dépensé, digéré, que tu es passé à autre chose, que tu t'es peut-être, si tu es célibataire, tu t'es peut-être marié, fait des gosses, mais eux, il y a un jour, ils viennent te taper à la porte et tu dois rendre des comptes. Et ça, tu as t'as la notion de ça à ce moment-là? Que ça peut venir taper à la porte à n'importe quel moment? Ouais, mais je pensais pas, enfin c'était fort parce que je prends 3 ans ferme quand même. Je pensais pas qu'ils allaient me cogner aussi fort. Tu t'attendais à quoi? À du sursis. Ah ouais? Ouais. Je pensais pas aussi fort qu'ils allaient me cogner. Malgré le fait que tu es déjà baigné un petit peu dedans? Ouais, je pensais que j'allais prendre... Mais je m'en suis bien sorti quand même parce que sur les 3 ans, après ils ont été 36 mois de prison, ils ont été transformés en 30 mois. Et j'avais un avocat exceptionnel qui a réussi à m'obtenir, j'ai fait 1 mois et demi de prison sur cette peine, qui m'a obtenu à l'époque ce qui s'appelle, on arrivait à les obtenir, une libération conditionnelle parentale. Alors, encore une fois, quand on reprend ton histoire, qu'on compare les sommes, là encore une fois on parle du temps passé en prison, le temps effectif passé en prison, tu me dis 1 mois et demi? 1 mois et demi. Et une rencontre, bonne ou mauvaise, je sais, ouais, peut-être mauvaise, je sais pas. Et une avec rencontre, ce monsieur-là, en tout cas, Gérard. déterminante. Qui me met sur une autre piste. Mais toi, tu me dis que tu le vis plus difficilement cette fois. Ouais. Parce qu'il y a les enfants? Il y a des enfants. La première fois, j'ai pas d'enfant, ma femme était juste enceinte. Donc tu penses, plus ta vie, elle est... plus tu as la responsabilité de gens et plus la prison est lourde. D'accord. Et c'est peut-être pour ça, d'ailleurs, on peut se dire ça, qu'aujourd'hui, je te disais que aujourd'hui, la population carcérale est beaucoup plus jeune. Donc ce sont des jeunes, moi je les ai vus, de 18, 20 ans, donc insouciantes. Donc peut-être ils s'en foutent, quoi, de recommencer, de sortir, recommencer. Que moi, à mon époque, enfin en 96, c'était l'inverse, quoi. C'était très peu de jeunes et que des anciens. Donc limite, il y avait la vraie notion de ce qu'ils perdaient. De la connerie qu'ils avaient faite. Ouais. Ouais. Aujourd'hui, je crois que les jeunes, ils s'en foutent. Tu es toujours avec la même femme aujourd'hui? Non. Non, ça m'a coûté aussi un 2e divorce. À la suite de ça? Bien sûr. Pareil, dommages collatéraux. Tu vois, tout ça, on ne prend pas la mesure de ça. On ne prend pas la mesure de ça. Non, mais tu as toujours des mecs qui vont dire « Ouais, mais quand tu as autant de blé, tu peux te taper toutes les nanas que tu veux, tout ça. » Mais quand tu aimes une femme, tu n'en aimes qu'une, quoi. C'est pas celle des magazines ou des réseaux sociaux que tu veux. Ouais. La séparation, elle se fait quand elle apprend la sentence? Non, c'est un enchaînement de... Elle-même, elle a été impactée, elle s'est même elle-même retrouvée en détention. Ah oui? Bien sûr. Parce que suspectée d'être au courant de tout ça? Non, parce que il y a un chapitre dans le Carbone. Pendant mes instructions, elles ont duré, ça a commencé en 2009, et mon premier jugement, il est intervenu au printemps 2017. C'est-à-dire 8 ans, c'est une instruction qui était très très longue. Pendant cette instruction, j'ai eu plusieurs affaires. Elles ont été, parce que d'abord c'était une affaire, et ensuite elle a été splittée en 4. Ils ont saucissonné les dossiers parce que c'était tellement tentaculaire qu'ils ont décidé. Ils s'en sortaient pas, quoi. Les juges n'ont jamais vu un truc pareil. Ils ont mis 4 ans entre le moment où j'ai été arrêté et le moment où ils ont commencé à avoir les retours d'enquête de commission rogatoire internationale. Ils commencent à comprendre seulement en 2013 ce qui s'est passé. Non, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu un juge d'instruction qui était obsessionnel, qui était... il a été au-delà de ce que la loi lui permettait de faire. On est en 2014, il envoie une commission rogatoire aux États-Unis pour connaître l'état de mon patrimoine là-bas. Okay. Seulement, lui dit que c'est une erreur matérielle, mais moi, je ne pense pas. Quand une commission rogatoire, c'est quoi? C'est un magistrat instructeur, le juge d'instruction, qui écrit soit au policier, si la commission rogatoire est en France, ce qu'il a besoin comme enquête. Voilà, j'ai besoin de savoir ça. Et si c'est à l'international, il envoie ça aux autorités du pays dans lequel il veut
avoir les renseignements aux autorités judiciaires par les traités de coopération judiciaire bilatéraux entre les pays. En l'occurrence, là, on est sur les États-Unis. Donc, il écrit aux Américains et leur dit, voilà, je veux connaître M. Zawi. Voilà, il commence sa commission rogatoire. Il dit, M. Zawi a été convoqué 2 fois je l'ai convoqué 2 fois, il n'est jamais venu. Je pense qu'il est en fuite actuellement en Israël, aux États-Unis. Il envoie cette commission rogatoire, je crois, aux alentours du 10 avril 2014. Et les 2 fois dont il parle, c'était au mois de mars. Et je suis venu à ces convocations. Donc, ça veut dire qu'il produit un faux. Et quand il dit que j'étais en fuite aux États-Unis ou en Israël, c'était pas vrai, j'étais en France. Donc, il fait 2 mensonges. Le premier mensonge, c'est de dire qu'il m'a convoqué et que je ne suis pas venu. Et le deuxième, de dire que je suis en fuite, alors que je ne l'étais pas. J'étais en France sous contrôle judiciaire. D'ailleurs, sur ta page Wikipédia, il y a écrit que tu pars en fuite en Israël. Oui, après. Donc, maintenant, quand il écrit cette commission rogatoire, on sait pas, un juge d'instruction, on ne sait pas ce qu'il demande. C'est normal pour pas qu'on puisse interférer à son enquête. On ne sait pas quelles sont les demandes qu'il fait pendant l'instruction. On connaît sa demande que lorsque la commission rogatoire, elle rentre et que la défense a accès au dossier, parce que c'est un droit de la défense, et on voit le retour de commission rogatoire et ce qu'il a demandé. Et là, on est en 2015, et là, je suis en fuite parce que le juge d'instruction, il a augmenté ma caution, il m'a demandé, elle est passée de 125 000 euros à 6 millions d'euros. Wow. Donc, on a fait appel, ça a été confirmé, ils n'ont rien voulu savoir. Donc là, moi, je décide de prendre la fuite et de continuer à me défendre de l'étranger. Et en 2015, à l'été 2015, j'ai une de mes avocates qui me dit Grégory, le juge, il a fait une grosse faute. Je dis quoi? Elle m'explique ce que je viens d'expliquer. Elle m'a dit, il a envoyé aux autorités américaines, il a menti, il a dit que vous n'étiez pas présenté alors qu'on sait que vous étiez là, c'est dans le dossier, il y a les PV d'audition, que vous étiez en fuite, c'est pas vrai, vous étiez là. Je lui ai dit, qu'est-ce que vous allez faire? Il m'a dit, je pense qu'on a de quoi, on a un levier pour... un vice de procédure? Pour demander à ce qu'il soit changé, ou bien qu'il a fait un mensonge, qu'il a fait un faux. Un faux en écriture publique dans le code pénal, un faux en écriture publique pour un dépositaire d'autorité publique, c'est un magistrat, c'est pas correctionnel, c'est criminel, c'est 15 ans. C'est très grave de mentir. C'est-à-dire que si un juge d'instruction se met à mentir, à raconter n'importe quoi, c'est la fin des haricots. Bah oui. Tu vois, ils sont censés être là pour faire régner le droit, l'ordre, le machin, tout ça. Elle me dit, non, laissez-nous faire, on va s'occuper de lui en France, on va attaquer, on va saisir le président de la Chambre, le président du tribunal de Paris, lui, on va aller le voir. Et je lui dis, écoutez, je vous dis sincèrement, moi je vous dis ce qui va se passer en France, il va être couvert par ses pairs. Il ne va rien se passer du tout. Vous allez perdre du temps, il va rester dans le dossier. Et il me vient une idée. Et je lui dis, mais dites-moi, le faux à qui il a menti? Aux Américains? Je lui dis, ils me disent oui. Je lui dis, moi je vais l'attaquer des États-Unis. Qu'il a fait un parjure aux autorités américaines. Et c'est ce que je fais. Je prends un super avocat là-bas. C'est un ancien procureur en Californie. Il s'appelait Donald Detra. Et donc, accessoirement, c'était l'avocat de Rihanna. Un super mec, hein. Un monsieur assez âgé. Et à ce moment-là, moi, j'étais en fuite, j'étais en Israël. Et je le fais venir en Israël. On se donne rendez-vous à Jérusalem. Et je le rencontre, je lui raconte toute l'histoire en anglais, tout ça. Et je me rappelle cette phrase qu'il a eue. Il m'a dit, tu t'attaques à un big fish. Il m'a dit, ouais, mais on va l'avoir parce que ce qu'il a fait, c'est grave. Même s'il est magistrat, qu'il est couvert par... il a une forme d'immunité, c'est quand même grave. On ne ment pas à la justice américaine comme ça. C'est grave le parjure. Donc il commence sa procédure. Et au moment où il commence sa procédure, il commence à saisir les autorités françaises, tout ça. Ils prennent panique au pôle financier. Ils prennent grande panique parce que ce juge-là en question, il gérait des dossiers énormes. C'est lui qui avait le dossier de la HSBC, de l'UBS. Il avait les plus gros dossiers de France, vraiment. Donc sa réputation, elle était vraiment entachée. Ça faisait vraiment tâche au niveau du parquet national financier. Il n'existait pas encore en quelle année on est? Ah si, je crois qu'il existait de 2013, le PNF. J'ai vraiment mis un gros pavé dans la mare. Et là, ma femme, elle vient à Paris, elle avait rendez-vous à l'ambassade des États-Unis. On est en février 2016. Elle avait rendez-vous pour retirer son visa. Elle sort de l'ambassade. Il savait qu'elle était là, il la chope. Et elle passe même pas en garde à vue. Il la met en prise directement chez la juge et elle est incarcérée. Et moi, j'étais en Israël à ce moment-là. Et là, pour moi, tout s'effondre. Et le deal, c'est quoi?
c'est que je retire mon action que j'ai intenté contrôler aux États-Unis pour la libérer et que je me rende. Et je pense que j'ai fait une erreur. J'ai accepté tout ce qu'ils ont voulu, j'ai arrêté mon action des États-Unis, je me suis rendu. Ma femme est sortie quelques jours après avec une caution aussi, ils ont pris des sous au passage. Et là, j'ai tout perdu parce que ma femme, c'était plus la même. Je me rappelle, elle vient me voir au parloir, une fois qu'elle était sortie, donc elle vient me voir au parloir. Et je vois cette lueur dans son regard. Et c'est plus du tout la même personne que j'ai connue. C'est quelque chose qui s'est cassé. En elle, en nous. Elle n'a pas accepté, même si ce n'est pas de ma faute ce qui s'est passé. Elle était même contente que je tienne le juge vulgairement Tu m'as compris? Donc là, quelque part, je suis un peu lâché, quoi. Je suis tout seul. Et j'arrête mon action contre le juge. Donc je perds la bataille. Ton erreur, c'est de ne pas avoir tenu tête? Ouais. Je ne suis pas d'accord avec le fait que tu me dises que tu as fait une erreur. Je comprends que dans ta stratégie, dans ta lutte contre le juge, là, tu aies l'impression que tu as fait une erreur dans votre rapport de force. Par contre, vis-à-vis de ta femme, si moi je me mets dans tes baskets, ma femme est éclaboussée par mes agissements à moi, elle est en prison, je lâche tout. C'est exactement ce que j'ai fait. Mais je comprends ce que tu dis. Et d'ailleurs, je vais te dire, au moment où je l'ai fait, il y avait un tas de mecs, parce que j'étais en Israël, en cavale, et là je me rends pour qu'elle sorte. Mais c'était très compliqué, parce que j'étais avec ma petite qui avait 5 ans à l'époque, je me retrouve, j'étais perdu, je ne sais plus quoi faire. Le monde s'est arrêté. J'ai beaucoup plus souffert de l'annonce, quand l'avocat m'appelle pour me dire « elle va à la prison de Fresnes », que lorsqu'on me l'a annoncé moi-même que j'allais aller en prison pour plusieurs années. Le choc, pour elle, il a été 1000 fois plus fort. Je me rappelle, je m'étais mis à genoux, je voyais tout l'appartement tourner autour de moi, c'était une douleur atroce. Donc si tu veux, deux choses. C'est vrai que j'ai été un homme, je me suis rendu pour que ma femme soit libérée, qu'elle retrouve sa vie normale, c'est tout à fait normal. Mais d'un autre côté, c'est-à-dire là où la vie a fait que je n'ai pas eu le retour, c'est qu'après ça, oui, je l'ai perdu. Tu l'as perdu, ouais. Alors perdu pour perdu, peut-être qu'il fallait que je tienne l'autre. Je comprends pourquoi tu me dis que ce passage face à la justice, il a été beaucoup plus douloureux pour toi. Ah oui. Beaucoup plus douloureux. Et là, je me retrouve à Fresnes, je fais 9 mois à Fresnes dans des conditions à crever. J'ai fait 2 tentatives de suicide. Il y a même été question qu'ils m'internent en HP tellement j'étais malade. Là, je suis avec des gens horribles, des rats, enfin des conditions 3 douches par semaine, c'est sale, Non, des rats dans la cellule. J'ai même eu une descente des hérisses. Okay. Les hérisses, c'est l'équivalent, enfin c'est le groupe d'intervention des prisons, c'est le GIGN des prisons, quoi, si tu veux. Ils sont venus un soir, il était 21h. J'ai eu très peur. Je n'ai jamais su d'ailleurs pourquoi ils sont venus. Bon, ils ont pris mon portable. J'avais un iPhone. Mais ça a été, quand j'y repense, ça a été très violent. Hein. Les hérisses, on les envoie à des mecs, soit de grands banditismes. On disait une cellule de 3 mecs, il n'y avait rien des autres, c'était des petits trafiquants un de stupes et l'autre, il avait vendu des tableaux volés, tu vois, on vend de la merde. D'avoir les hérisses qui débarquent, tu sais, on les appelle les tortues ninja, ils coupent l'eau et la lumière en pleine nuit, donc tu ne peux plus allumer, tu sais, et ils rentrent à 6 avec les torches, ils ont des grands casques par balle avec des boucliers. Qu'est-ce que j'ai fait, pourquoi il y a besoin de tout ça si toi t'es en cellule? J'ai pas compris pourquoi, j'ai eu très peur. Et au moment où il rentre, j'étais au téléphone. Quand j'ai jeté le téléphone par terre. T'es un poison quand même pour la justice française à ce moment-là. Je suis assez. J'aime bien que, que le droit soit respecté. Moi, on m'a pas fait de cadeau. Donc il n'y a pas de raison que tu en fasses. Il n'y a pas de raison que j'en fasse. Même si je méritais ce qui m'est arrivé, attention. Hein. Je méritais, mais eux, s'ils merdent, il n'y a pas de raison qu'on. D'ailleurs, ça va surprendre plus d'un. J'ai fait 10 mois de détention en trop. C'est la Cour de cassation qui m'a donné raison. Et je vais être indemnisé pour ça. Ça va en choquer plus d'un. Au sortir de la taxe carbone, là. Ouais. Dans l'affaire taxe carbone, ils ont fait une erreur. Ils ont fait un dépassement de délai sur un truc de procédure. Je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est assez long à raconter. Mais en gros, j'ai fait 10 mois de détention en trop. Je les ai poursuivis. La Cour de cassation m'a donné raison. Et les conséquences de ça, c'est que je dois être indemnisé pour ces 10 mois de prison en trop.
Et je passe au tribunal pour ça au mois de janvier. Quand tu vois l'enfer que tu as vécu en prison, et j'aime pas dire l'enfer parce que j'ai pas envie que les gens disent « Ah, ça y est, c'est une victime, etc. » C'est pas comme ça que j'ai envie de le... Mais quand tu vois la difficulté de tout ce que tu as traversé quand même, dans quel état tu sors de ça? La prison, tu sais, il y a beaucoup de gens que tu vois sortir de prison souvent, quand t'en connais, bon, c'est pas tout le monde qui connaît les gens qui sortent de prison, mais quand tu es dans un milieu où des fois il y en a, tu vois souvent des mecs, s'ils sortent l'été, tu les vois bronzés, musclés, baraqués, tout ça, ils ont fait du sport, parce que c'est vrai que tu as la possibilité, il y a des gens qui font beaucoup de sport en prison, en étant détenus. Et tu te dis, bon, bah ça va, quoi, c'était les clubmen, quoi, ils sont là, ils sont bien, ils sont frais. Là. Mais la prison, c'est quelque chose qui te broie de l'intérieur, qui te casse des choses qui sont invisibles à l'œil nu, tu ne vois pas. Et que toi, tu le sais quand tu passes par là. Et plus tu restes longtemps, et plus les dégâts sont importants. Quand tu restes 3, 4 mois, des fois pour des petits délits, tout ça, c'est vrai que ça passe, tu t'en remets vite. Mais quand tu restes des années, que ta vie, elle s'est autour de toi démolie, tout ça, ça laisse des vraies séquelles. Et certaines, elles sont irréversibles. C'est ce que j'allais demander. Est-ce que tu es Par exemple, un truc, oui, bien sûr, j'ai toujours été suivi. Ouais. Un truc, moi, il m'est impossible, quel que soit le temps qu'il fasse dehors, il m'est impossible de dormir à la fenêtre fermée. Ah ouais? Ouais. Tu as besoin de sentir que tu es dehors, que tu es libre, que tu es... Qu'il y a de l'air qui rentre. J'ai un dernier point à voir avec toi avant de te laisser partir. Il concerne la cavale. Tu m'en as beaucoup parlé là, dans le rapport de force que tu as avec le juge, etc. Mais là, quand tu me parles de la notion de liberté, alors que tu es incarcéré, que tu es dans la promenade, donc tu es dans la prison, mais tu te sens libre. Ça veut dire que tu es libéré de ce que tu as vécu pendant ta cavale. C'est une peine, la cavale. Tu es déjà sanctionné, en fait. Tu es déjà en train de subir ta peine. Mais tous les gens en cavale, c'est une peine. C'est une peine, la cavale. Mais donc, quand tu me dis que tu as déjà commencé ta peine quand tu es en cavale, c'est que même si, certes, tu n'es pas attrapé, tu n'es pas écroué... Non, pour la justice, ça compte pas du tout. Tu sois en cavale, tu dois faire ta peine de prison. Oui. Mais c'est-à-dire qu'en vrai, la souffrance d'une cavale, la difficulté d'une cavale, Ouais. C'est là que je voulais en venir. c'est une peine. Je me rappelle quand j'étais en cavale à Paris, une fois, il m'est arrivé une anecdote incroyable. Boulevard Beaumarchais, c'était l'hiver, je voulais m'acheter une doudoune. J'avais froid, je vais chez la marque North Face, là. Je rentre dedans et je vois des machins. Il y avait 2-3 jeunes. Et d'un coup, je vois les jeunes, ils se mettent à courir. Et je sens du gaz dans le magasin. Donc je commence à avoir les yeux qui pleurent. Et le vendeur qui se met à courir après les mecs, il y avait des voleurs, quoi, des petits jeunes qui étaient venus voler. Et la vendeuse, elle me dit, restez dans le magasin, on va avoir besoin de vous comme témoin. Moi, qu'est-ce que je me suis dit? Je me barre, ils vont dire que je suis complice avec les mecs. Je pensais que là, tout allait s'arrêter. J'ai réussi à sortir en scred, mais là, tout allait s'arrêter. Alors, j'ai rien fait. Je vais dans un magasin, je suis en cavale, ok. J'allais payer une doudoune, j'allais payer en liquide. Pour m'équiper. Et là, à ce moment-là, il y a 3 jeunes qui viennent, qui gazent, qui volent des doudounes, et je me retrouve au milieu d'une salade où... Tu rentres comment? Tu vois, voilà la cavale, les accidents qui peuvent arriver, tu vois. Tu peux pas maîtriser ça. On est pas mal d'années plus tard. Aujourd'hui, j'ai un homme qui a du recul sur tout ça. Le bien, qu'est-ce que tu comptes faire de tout ça? Est-ce qu'il y a un héritage de tout ça? Est-ce qu'il y a un résultat positif que tu souhaites créer avec ça? Bah écoute, des choses positives, le résultat positif, il y en avait quand même pas mal. Ça m'a permis de faire connaître mon histoire, malgré moi. Ça m'a permis d'écrire un livre, de poser mon histoire, d'en faire un spectacle, de faire pas mal de médias, d'être là aujourd'hui avec toi, notamment d'avoir fait de très belles rencontres, des rencontres très intéressantes dans plein de domaines, dans les affaires, notamment la politique. J'ai rencontré des gens que j'aurais jamais pu, des conquêtes féminines aussi. Faut pas se le cacher, parce que je me suis retrouvé célibataire sur le marché des célibataires à la cinquantaine. Donc tout ça, ouais, ça a été un peu le positif. On va finir sur une note légère. Est-ce que, dans ton rapport avec les gardiens de prison, les détenus ou autres, tu as quand même vécu des moments légers un peu marrants? Ouais. Est-ce que tu veux bien les partager là? Il y en a eu quelques-uns qui m'ont marqué, qui étaient assez drôles, notamment beaucoup avec les gardiens d'origine antillaise.
Ok, ça D'abord, me piquait particulièrement. Mais... D'abord, j'aime beaucoup leur accent. Ok. C'est un truc tu sais, qui m'a marqué depuis quand mon enfance, quand je regardais Les Inconnus avec Pascal Légitimus, qui les imite vraiment à la perfection. À la perfection. Et quand j'étais à la santé en 2009, le matin, quand ils ouvraient la porte, ils disaient bonjour, on bouge, tout ça. Avec l'accent, ils disaient bonjour, aujourd'hui, promenade, premier tour. Et en fait, parce que tu avais l'après-midi, tu avais 2 tours de promenade. Oui. Une le matin assez tôt à 8h et le deuxième à 10h. Et l'après-midi, pareil, une à 14h et des trucs. Et c'était aléatoire. C'est-à-dire que des fois, le matin, c'était, ça pouvait être le deuxième tour le lundi, le premier tour. C'était complètement... Il n'y avait pas de règle. Ouais. Et un jour, il y avait un surveillant qui était sympa, un entier. Je lui ai dit, dites-moi, surveillant, vous pouvez m'expliquer l'histoire des tours, pourquoi des fois c'est premier, deuxième tour? Et moi, je savais qu'il n'y avait pas d'explication. Et le type, il part dans une explication totalement irrationnelle. Alors, si vous avez lundi le premier tour, ça veut dire que mardi, deuxième après-midi, vous risquez d'avoir deuxième tour l'après-midi. Donc, il part dans un truc, au bout d'un moment, il s'aperçoit que lui-même, il ne sait plus où il en est, tu vois. Et il me dit à la fin, il me dit, en fait, ça dépend du cycle. Il ne savait pas comment... S'en sortir de son histoire. C'est incroyable la vie en prison. Ce qui est incroyable, c'est que vous arrivez à avoir des moments comme ça, humains, quoi. En 2009, à la santé, quand on avait parloir avocat, l'avocat qui vient nous visiter, je ne sais pas pourquoi, ça s'appelait micro. Okay. Quand il dit parloir avocat, ils appelaient ça micro. Donc, tu viens d'arriver, tu ne sais pas ça. Et il ouvre le premier jour, les premières semaines. Zawi, micro. Quoi? Micro? Micro, Zawi, prépare-toi. Excusez-moi, c'est quoi micro? Mais micro, avocat. Mais c'est avec l'accent micro. Je ne comprenais rien. Micro, quel rapport avec l'avocat, le micro Ok. Bah, ça t'a quand même, il y a quand même eu des beaux souvenirs. Ouais, des moments où tu te souviens. Ouais. De légèreté un peu. Ouais. Grégory, merci. Merci de m'avoir reçu. C'était incroyable. Bah, tant mieux. C'était incroyable. Ça change du foot, hein, ça change du foot, ça change du foot. C'est chargé, c'est lourd. J'ai eu des moments d'émotion très chargés aussi du côté du foot. Mais aujourd'hui, j'ai été vraiment servi. Merci pour la confiance. Sans ça, cette émission ne vaut rien du tout. Donc, merci pour la confiance. Avec plaisir. Et à très vite dans Rédemption. Avec grand plaisir. Là, je serai dans le public en train de te regarder. Mais j'ai hâte de voir ça. D'accord. Les autres, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode avec une autre personnalité, avec une histoire incroyable. Je sens qu'on va se régaler dans cette nouvelle émission parce que ça commence très fort. Allez, ciao.